Bonjour à tous et bienvenue au Renault E-Ways, l'événement inédit dédié à la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Un événement qui rassemble toutes celles et ceux qui agissent concrètement pour relever le défi de la mobilité zéro émission. Nous sommes en direct depuis l'hangar Y à Meudon, près de Paris. C'est un lieu symbolique. C'est ici, en 1884, qu'un Zeppelin Powered by Electricity, avec le pouvoir de l'électrique, a volé depuis ici. Donc, c'est vraiment un lieu qu'on a choisi spécifiquement pour cet événement. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, j'ai le professeur Carlos Moreno, directeur scientifique chaire ETI, Université Panthéon-Sorbonne, IAE de Paris. Je l'ai bien réussi le titre. Parfait, bravo. Comment ça va, Carlos? Eh bien, ça va très bien. Je suis très heureux d'être ici et dans ce lieu absolument merveilleux, Ouais. effectivement historique. Et historique et symbolique, bien sûr. Alors, comme son nom l'indique, Renault E-Ways explore donc toutes les voies, tous les chemins possibles pour parvenir à une mobilité zéro carbone, une mobilité durable, une mobilité, on va dire, plus facile, plus fluide, une mobilité qui s'inscrit dans le cadre de la ville de demain. Et c'est donc le sujet de notre conversation aujourd'hui. Carlos, le monde entier traverse depuis donc plusieurs mois maintenant une crise profonde, tout à la fois sanitaire, économique, sociale et bien sûr environnementale. En quoi ces multiples crises simultanées impactent et vont impacter notre quotidien et plus précisément la ville de demain? Eh bien, merci Louise d'abord pour ce moment que nous allons passer ensemble. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes confrontés tout d'abord à une crise qui remonte déjà à plusieurs décennies, qui est la crise climatique, les émissions de CO2, qui sont une menace, non pas uniquement pour aujourd'hui, mais même pour la survie de notre civilisation humaine, au moins telle qu'on le connaît à la fin de ce siècle. Je rappelle, neutralité carbone en 2050, réduction de au moins 65% du CO2 émis dans la décennie dans laquelle nous sommes. Un vrai challenge. Deuxième crise, la crise sanitaire, qui nous amène, avec le Covid-19, ici et ailleurs, partout dans le monde, à garder nos distances physiques. Regardez, donc 1 mètre, Louise, va des rétros. Donc, ce sont des problèmes très concrets dans les villes. Et où vivent les gens aujourd'hui dans cette planète? Dans les villes de manière majoritaire. 54% dans le monde entier, 77% en Europe, 75% en France, et là où je suis né en Amérique latine, 80%, le continent le plus urbanisé au monde. Donc aujourd'hui, il y a un zoom sur nos villes. Comment vivons-nous dans nos villes? Comment allons-nous continuer à vivre dans nos villes? Quels sont les défis pour répondre à un changement de notre mode de production et de consommation face au changement climatique et maintenant la pandémie sanitaire qui est partie pour être présente un petit peu de temps avec nous. Bien sûr. Comment donc cette crise concrètement elle impacte notre quotidien? Qu'est-ce qui se passe pour nous, êtres humains qui habitent la ville? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les hommes et les femmes qui vivent aujourd'hui dans les villes de manière majoritaire ont le choix pour se décider à vivre autrement. La mauvaise nouvelle, c'est que ce choix aujourd'hui reste pas tout à fait encore bien rentré dans les mœurs. Dans les mœurs de qui? D'une part, des gouvernants. On le voit encore, certains pays, et même le président, il dit le changement climatique, c'est un fake news. Et d'autres gouvernants sont conscients, mais ils sont timorés. Mais on a les villes. Quand on habite dans des villes et que ça devient la majorité de notre mode de vie, ça veut dire que nous devons nous interroger sur le rôle que les gouvernances locales, qu'on appelle en France les maires ou les présidents des métropoles, doivent jouer pour proposer des alternatives à notre manière de vivre autrement. Mais hélas, ça ne suffit pas tout seul. Il faut également qu'il y ait un mouvement des citoyens qui acceptent de changer notre mode de vie parce que notre mode de vie actuel, il n'est pas durable, sustainable, il n'est pas durable. Donc,
On a un défi écologique par rapport à nos ressources qui sont fragiles et ils ne sont pas illimités, mais on a aussi un défi économique pour produire autrement de la richesse et la partager autrement. Et on a un défi social pour lutter justement contre l'intolérance, l'exclusion, le racisme qui aussi donc, ravage nos sociétés. Donc être durable, le prix Nobel Mohamed Yunus, avec qui nous travaillons dans la chaire, président honoraire de notre conseil scientifique, il a écrit un livre que j'invite tous les auditeurs et auditrices à le lire, Triple Zéro. Triple Zéro, pour le professeur Yunus, c'est zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. C'est pour ça que la chaire, dont je suis le directeur scientifique à Sorbonne IAE de Paris, nous disons chacun de nos gestes quotidiens, chacun de notre engagement de tous les jours doit créer une triple valeur écologique, économique et sociale. S'il y en a une qui manque, eh ben, on va dans les murs. Vous avez créé un concept qui s'appelle la ville du quart d'heure. Enfin, c'est plus qu'un concept, ça existe. Qu'est-ce que c'est cette ville du quart d'heure, Carlos, pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, face aux enjeux que vient d'évoquer, face à cette question lancinante et cette urgence de vivre autrement, avec mes équipes de recherche, donc on s'est posé des questions en disant aujourd'hui les gens vivent majoritairement dans les villes, mais c'est les villes qui émettent le plus de CO2, 75% des émissions de CO2. C'est les villes qui consomment le plus d'énergie. C'est là où on produit la richesse et c'est là aussi où on crée la pauvreté, on la génère, et les tensions sociales. On s'est posé la question, comment proposer une autre manière de vivre en sachant que, par exemple, les mouvements qu'on appelle pendulaires, c'est-à-dire aller d'un extrême à un autre de la ville, génèrent des déplacements de l'ordre de 45 minutes, 1 heure en moyenne aller, donc 2 fois avec le retour, et que c'est finalement au cœur de tout ce qu'on voit. Donc les gens qui prennent la voiture individuelle pour faire ces trajets, les transports massifs qui ne sont pas tout à fait dans de bonnes conditions, et encore moins dans cette période de crise sanitaire. Donc nous avons dit, changer des paradigmes, donc changer notre mode de vie, et notre mode de production et de consommation d'une manière radicale. Radical en latin, ça signifie aller à la racine des choses. C'est donc proposer une autre manière de vivre. Et nous nous sommes aperçus que finalement, quand on propose aux habitants de retrouver près de chez eux des choses élémentaires autour de l'habitat, comme une autre manière de travailler, une autre manière de faire ses courses, avoir accès à la santé dans cette période en plus, avoir accès à l'éducation et à la culture, avoir accès aux loisirs. Si on fait ça à un quart d'heure de chez soi, dans des zones compactes, à pied ou en vélo, de manière décarbonée, on incrémente tout de suite la qualité de vie parce qu'il y a beaucoup de voyages qu'avant on faisait de manière obligée, qui deviennent inutiles et on améliore la qualité de vie. Donc la ville du quart d'heure, c'est un concept pour construire une ville différente qu'on appelle polycentrique, une ville dans laquelle il y a plein de centres partout, donc finalement il y a du centre nulle part. Ça veut dire qu'il y a de la vie partout, ça veut dire qu'il y a de l'animation partout, ça veut dire que les rues et les places publiques et les lieux deviennent des lieux dans lesquels les gens échangent. On sort de l'anonymat, on sort de l'angoisse de vivre toujours de manière accélérée, de ne pas voir ses enfants, d'être toujours en mode travail dans des conditions qui ne sont pas toujours très agréables. Donc c'est mettre l'humain au cœur de la vie de tous les jours avec un temps de vie qui est un temps égal à qualité de vie et non pas de stress. Est-ce qu'il y a des exemples de cette ville quart d'heure déjà existants? Oui, nous travaillons donc sur la ville du quart d'heure dans des villes capitales comme Paris, puisque la maire de Paris, Anne Hidalgo, pendant sa campagne électorale, au mois de novembre, décembre, janvier, elle a dit Paris doit devenir une ville dont la proximité fera un nouveau paradigme écologique, parce que la ville du quart d'heure, l'écologie, c'est un humanisme. Ce n'est pas uniquement préserver la nature, c'est mettre l'homme au cœur du dispositif. Donc la maire de Paris a dit, je vais faire de Paris la ville exemplaire dans ce qu'on appelle les big bang de la proximité.
D'accord. Donc à Paris, par exemple, depuis qu'Emmanuel Hidalgo a été réélu, avec au cœur cette idée, et là, dans chaque quartier, il y a des maires adjoints, il y a des maires délégués, Mhm. ou des adjoints délégués, ou des responsables délégués au quart d'heure. Leur mission, c'est faire de telle sorte que chacun des services que j'ai pu évoquer se retrouve maintenant dans un périmètre accessible à tout le monde. Mais le réseau mondial des villes, le C40, le C40 Cities, qui est un réseau mondial des villes pour le climat, présidé aujourd'hui par le maire de Los Angeles, en Europe, le maire de Milano, Giuseppe Sala, qui a été très touché par la pandémie. Ils ont créé donc une task force, Recovery Task Force, et qui a posé la ville du quart d'heure au cœur. Ce réseau mondial, il va faire une annonce à la fin de cette année, donc le 11 décembre à Paris, pour une initiative concertée des villes mondiales pour la ville du quart d'heure. Mais aux antipodes de Meudon, de l'autre bout de la planète, en Australie, à Melbourne, ceux qui ont la tête vers le bas, là. Ben, ça fait un an qu'ils ont créé un projet qui s'appelle le 20 minutes de voisinage. Ah. Au Canada, à Ottawa, ça s'appelle les 15 minutes de voisinage. Mhm. En Suède, Mhm. qui vous est cher. Donc à Copenhague, Oui. le quartier de Nordhaven, c'est le quartier des 5 minutes de voisinage. Ah oui. Aux Pays-Bas, à Groningen, à Utrecht, c'est donc aujourd'hui les quartiers de Merwede, c'est des quartiers des quarts d'heure, à Édimbourg, Mhm. à Dublin. D'accord. Bref, la liste des villes qui ont épousé ce concept de la ville du quart d'heure, pour moi c'est un honneur, en tant que scientifique, de voir ce mouvement mondial qui s'est enclenché avec des organisations comme le Forum économique mondial, la Banque mondiale, bon, la liste serait longue, parce que ça montre qu'il y a une vraie attente et qu'on doit agir. Act now. Carlos, comment se déplace-t-on dans la ville du quart d'heure? À pied, j'ai compris. À vélo aussi. Dans la ville du quart d'heure, nous voulons donc une ville multiservicielle, multicentrique, une ville maillée. Oui. Donc une ville, un réseau. C'est pas mon quart d'heure à moi, c'est pas mon village gaulois des quarts d'heure chez moi. Et voilà, c'est pas les villages du 18e que je vais recréer maintenant. Oui. Non, c'est une ville moderne qui utilise les technologies, qui ramène les travails à proximité quand c'est possible par les nouvelles technologies, mais pas les travails en pyjama, mais les travails dans des lieux pas trop loin d'où on habite. Voilà. Donc, on privilégie les mobilités qui n'émettent pas de CO2, forcément, donc, quand c'est possible, à pied, en vélo. On privilégie des espaces publics pour les piétons, des couloirs pour les vélos également. Et comme on veut que la ville continue à vivre partout, les mobilités ont des priorités ensuite au niveau des transports collectifs, donc le métro, les bus, et les voitures, donc qui sont aussi nécessaires, celles qui sont nécessaires, elles doivent obéir à une règle unique, pas d'émissions de CO2, donc strictement électrique. Les diesels, c'est des particules fines, c'est attentatoire contre notre santé. On a 60 000 morts chaque année par les diesels, par les particules fines, plus que le Covid. Ça, on doit le supprimer. Donc, si on utilise des voitures électriques, et par contre, Louise, on a besoin de lutter, je le dis à vous tous, à vous toutes, contre l'autosolisme. Bien sûr. Une personne toute seule dans sa voiture avec de la place que ça représente, non. On privilégie le partage. Faisons l'autopartage, absolument. Aujourd'hui, on a besoin que la mobilité soit un service et pas la propriété d'un objet qui m'appartient à moi et dans lequel je suis tout seul. Donc, si on a besoin d'une voiture, on doit la partager. L'autosolisme, c'est vraiment quelque chose qui pose beaucoup de problèmes pour la fluidité de la ville. Une ville 100% électrique, c'est possible, c'est-à-dire le transport en commun électrique, la voiture partagée électrique, tout électrique, c'est possible? Louise, aujourd'hui, nous devons nous fixer des objectifs ambitieux et nous devons créer un mouvement global de tous. Et donc, oui, il faut aller vers une décarbonation la plus forte. Il faut supprimer les énergies fossiles au maximum. Il faut limiter le diesel. Il faut donner la priorité à ce qui sera à bas émission. Et donc, l'électrique a toute sa place aujourd'hui. Bien sûr. On arrive à la fin de notre discussion, Carlos, hélas. Mais peut-être vous voulez dire un dernier mot à ceux qui nous regardent, parce que de ce que je comprends, c'est l'affaire de tous.
Je voudrais dire à ceux qui nous regardent, je voudrais m'adresser à ma génération, donc les 61 ans, à celle qui nous a précédés, donc qu'on appelle les seniors plus, qu'il faut écouter les jeunes. Il faut écouter la jeunesse qui nous donne aujourd'hui un exemple au travers le monde par sa mobilisation. On parle beaucoup des Greta, mais il y a Greta qui est une figure du mouvement mondial, suédoise. Mais il y a la jeunesse de l'Amérique latine où je suis né. Il y a la jeunesse africaine, un continent d'espoir. Il y a notre jeunesse européenne. Ces gens se mobilisent aujourd'hui pour nous dire qu'ils ne veulent pas du monde qu'on compte leur laisser et qu'ils ne veulent pas vivre comme nous avons vécu et que donc, avant qu'il soit trop tard pour eux, il faut que nous agissons pour qu'aujourd'hui et maintenant, on vive différemment pour eux et pour les enfants. Merci beaucoup, Carlos Moreno, pour cet échange très, très riche. Plein de bonnes choses pour la suite et bonne chance pour les projets. Merci beaucoup, Louise. Ça a été un plaisir. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, si vous voulez suivre toutes nos informations, c'est sur notre site eways.group.renault.com. C'était un plaisir d'animer pour vous aujourd'hui. Merci encore, Carlos, et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.